pense que vous connaissez tous cette diapositive qui vous décrit ce qu'est l'ambition du plan, qui est d'intégrer donc le séquençage dans le parcours de soins des patients et de développer une filière nationale de médecine génomique. Ce plan a 3 objectifs et 14 mesures. Je laisserai mes diapos. Hein. D'accord ? Et ce que tout le monde doit admettre, c'est que le plan est bien piloté et très piloté, puisque vous avez ici l'ensemble de la structure de gouvernance, depuis le comité de pilotage interministériel, puisque ce plan est géré directement au cabinet du Premier ministre, au comité de suivi, au comité opérationnel qui se réunit une fois par mois, et ensuite un grand nombre de groupes de travail dans lesquels nous sommes, au titre du plan, impliqués, ce qui fait qu'on peut résumer que nous ne manquons pas de réunions. Mais c'est comme ça que se pilote le plan, et on viendra discuter d'un cercle que je n'ai pas entouré volontairement, qui est celui du groupe des indications, puisque les filières ne sont pas concernées par ce groupe de travail. Donc du coup, les 14 mesures font qu'il y en a une première que je vais présenter en avant-propos, parce que c'était l'axe 5 du plan, qui était de développer des projets pilotes et de faire en sorte que ces projets pilotes passent devant, essuient les plâtres, pour permettre ensuite aux plateformes de soins d'arriver, les verrous, puisque c'est un mot-clé du plan, il y a des verrous. Hein. Et comme je l'ai dit à un topo, soit on les ouvre avec des clés, soit avec des pinces Monseigneur. On verra la méthode pour ouvrir les verrous. Donc les 4 projets pilotes qui ont été retenus par le plan représentent les 4 tendances du plan. Donc pour les maladies rares, c'est le projet déficience intellectuelle, qui est des DEFIDIAG, qui va faire surtout du WGS en trio. Il y a un projet pilote cancer qu'on appelle Multipli, qui va à la fois concerner les sarcomes et les cancers du côlon, et qui est donc sur du WES et du RNA sec. Il y a un projet pilote maladie commune qui est encore en cours de développement sur diabète atypique, qui s'appelle Glucogène. Et il y a un projet pilote génétique population générale qui s'appelle PopGen. On va retenir ensemble que ces 4 projets pilotes, le séquençage est assuré par le CNRGH à Ivry par Jean-François Deleuze. Le deuxième axe du plan était le mesure 1, qui était de créer un réseau de plateformes de séquençage à très haut débit. Et je rappelle à tous que le projet prévoit de créer 12 plateformes à terme, mais que l'appel d'offres qui est sorti le 9 mars, en fin d'année 2016 avec une deadline pour le 9 mars 2017, a prévu de créer les 2 premières plateformes, qui sont des plateformes de soins. Et donc, on n'est pas avec des projets pilotes qui sont en recherche, c'est des plateformes de soins, et qu'à l'issue de cet appel d'offres, il y a 2 plateformes qui ont été retenues, Sequoia et Auragène. Auragène, donc, c'est la plateforme de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui est pilotée sur le plan médical par Damien Sanlaville, et avec Jean-Yves Blaise sur le plan du conseil scientifique, puisque ces plateformes vont faire non seulement les maladies rares, le cancer et l'oncohémato. Et pour Sequoia, c'est une plateforme dont l'acronyme a été trouvé par Martin Hirsch, donc on a repris, qui est donc un projet qui regroupe l'ensemble de l'assistance publique, Curie et Gustave Roussy, sous la forme d'un GCS de droit privé. Et ça, on va insister, s'il y avait quelque chose à refaire, c'est peut-être que la gouvernance et le GCS de droit privé qui utilise des fonds publics et donc doit utiliser tout le code des marchés publics. On ne peut pas dire que ce soit la structure la plus légère pour aller vite. Donc, une assemblée générale du GCS en avril a désigné l'administrateur qui est Amaury Martin, qui est à Curie. Julie Grudlinger est directrice opérationnelle. Alban est responsable de la partie informatique. Et moi, j'ai la mission de m'occuper du labo. Donc, le labo, c'est quoi le labo Sequoia, tel qu'on l'a construit? C'est un peu mangé. Donc, du coup, on a une structure des RCP d'amont dont vous allez parler, des RCP d'aval qu'on va structurer. Nous, on pense qu'il faut faire des RCP de maladies rares, des RCP en oncogénétique constite, des RCP tumeurs solides, des RCP en oncohémato et probablement des RCP en oncopédiatrie. Et on verra tout à l'heure que Florence Houbrier est chargée de faire cette réflexion au moins sur l'Île-de-France. Et ce laboratoire, il est adossé à des structures qu'on a écrites dans le projet, qui sont des laboratoires de médecine génomique. Et on n'a pas été très inventif, puisqu'on en a mis un à Curie, un à Gustave Roussy et un par université hébergeant une faculté de médecine. Et donc en Île-de-France, nous avons 7 universités encore aujourd'hui, ce qui fait qu'on a donc 9 laboratoires de médecine génomique qui vont être les points d'entrée du travail qui sera fait sur la plateforme de grand séquençage et qui seront le point de sortie de ces résultats. Donc on passe par des labos, et même si au milieu, on a la plateforme. D'accord ? Donc Sequoia Gène,
est hébergé, puisque c'est parti, au bâtiment Le Riche, qui est un bâtiment qui est à Brousset, qui nous sert de rocade de désamiantage. Il y aura un ingénieur sur cette plateforme. C'est une plateforme qui fera l'extraction des acides nucléiques et qui hébergera également Intégragène, puisque le projet tel qu'on l'avait écrit, Sequoia, a retenu à l'issue d'un appel d'offres la société Intégragène pour produire les séquençages à très haut débit. Et donc, elle s'adosse également à un troisième élément très important, qui est Sequoia IT, dont vous parlera Alban, qui est hébergé sur le campus PICPUS de la PHP, qui est un campus relativement significatif, hébergeur de données de santé. D'accord ? Donc, les LMG, comme en génétique des maladies rares, on aime bien les trios. Donc, on a pensé que c'était simple de faire des trios. Donc, on a un trio qui va piloter chaque LMG. Il y a un référent qui est un praticien agréé pour l'examen des caractéristiques génétiques à des fins médicales, auquel on va associer 2 adjoints, dont l'un est un apathe, puisqu'on va être amené à faire du cancer. On a écrit aux doyens et aux directeurs, aux facultés de médecine et aux directeurs de GH le 18 septembre. On a reçu des résultats, je veux dire, assez récemment, mais on a quand même fait une première réunion. Et donc voilà les 27 membres, 9 soit 3, 27, des LMG qui vont être les points d'entrée, les points de sortie, aussi bien en anapathe qu'en cancéro, qu'en onco-hémato. Et je laisserai les diapos et vous verrez les noms. Bon, à Paris, à VSQ, on a eu du mal à trouver un praticien agréé pour l'examen des caractéristiques génétiques à des fins médicales, ce qui explique que pour l'instant, le référent n'est pas identifié. OK ? Donc maintenant, on va rentrer dans le concret. Donc dans le concret, il y a des angoisses pour dire est-ce que ces projets de séquençage à très haut débit vont-ils supplanter totalement les panels ? La réponse est non. D'accord ? Parce qu'il suffit de connaître le nombre de panels qui est fait aujourd'hui en France et les capacités de séquençage. Toujours est-il que sur chacune des plateformes, dès 2018, puisqu'on a été livré aussi bien Oragène que nous, de 2 NovaSeq qui sont tous les 2 installés et opérationnels. D'accord ? Ils vont commencer à être en production. Avec ces 2 NovaSeq, il a été décidé avec Damien, puisqu'on partage tout avec Oragène, de proposer donc le séquençage de 3575 équivalents génomes par an. Ce qui va vous aider, c'est qu'on va, grosso modo, en première année, être en situation de prendre en charge à peu près 1000 dossiers maladies rares et 1000 dossiers cancer, considérant qu'on a en moyenne 3 échantillons par dossier. Donc ce n'est pas avec 1000 dossiers maladies rares qu'on va chambouler l'organisation du séquençage à très haut débit de la France. Deuxième notion, sujet sensible aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire sur les plateformes ? Ce n'est pas les plateformes qui vont décider ce qui va être fait. Il y a l'axe 6 du plan, on nous le rappelle, mettre en place un dispositif d'évaluation et de validation des nouvelles indications d'accès au diagnostic génomique. Donc ça, c'était dans le futur, puisque l'objet à la fin du plan, c'est que ce qu'on fait sur le plan passe à la CNAM et soit remboursé. Bon, on ne va pas sourire pour ceux qui sont des professionnels de ça, ça risque de prendre du temps, mais néanmoins, il faut que toutes les données soient produites dans un format qui soit compatible avec la HAS et compatible avec une évaluation qui soit immédiate. Donc du coup, la HAS va réfléchir à l'outil qui va être mis en place pour évaluer, disons, ces indications, mais elle a été chargée par le plan de constituer un groupe de travail, puisqu'on est censé commencer premier trimestre 2019. Il faut bien qu'on ait des indications. Donc on a un nouveau mot qu'il faut qu'on s'approprie ensemble, c'est le mot pré-indication. C'est des indications sur lesquelles on va commencer, mais qui ne sont pas nécessairement les indications futures qui seront proposées au remboursement. Donc ces pré-indications sont sur un timing de 6 mois. C'est le début. Il y a un groupe très confidentiel, on ne va pas sourire, qui a été mis en place au niveau de la HAS. Tout le monde connaît un peu qui est là et qui n'est pas là. D'accord ? Ce groupe, il est piloté pour les biologistes par Cédric Carbonel, qui a brillé dans une expérience récente avec le RIHN, mais qui est maintenant responsable de ça. On espère que ça va mieux se passer. Et du coup, il y a un certain nombre de critères sur lesquels on va reprendre ces indications, qui sont la validité clinique, etc. Donc on attend logiquement, pour la fin de l'année, ces pré-indications qui devront être validées par le plan France Génomique. En théorie, le dernier COMOP du plan France Génomique avait prévu que, 1, les filières devaient recevoir un questionnaire. Vu que la dernière réunion du groupe, c'est aujourd'hui, je n'ai pas l'impression que les filières aient reçu un questionnaire. 2, les plateformes devaient recevoir un questionnaire. Moi, je vous dis qu'en tant que plateforme, on n'a pas non plus reçu de questionnaire. On verra si effectivement, lors du COMOP du 19 décembre, la HAS nous permettra d'avoir des préindications proposées. Mais nous ne sommes pas, en tant que plateforme, concernés par la réflexion sur ces préindications. Néanmoins, ces préindications ont un certain nombre d'axes. Il y a un axe fondamental qui est celui de notre capacité. Et cette capacité, elle est définie en particulier par le CREFIX,
qui considère, qui va donner un certain nombre de recommandations. Recommandations sur la partie cancer, pas de tumeur FFPE, tout congelé. Donc ça limite quand même un tout petit peu la problématique. On ne va pas mettre de gilets jaunes, hein. Je n'ai pas demandé aux anapathes de mettre des gilets jaunes, mais on est un peu dans cette situation. Donc il faudrait que les anapathes changent leur pratique et arrêtent de faire des inclusions en paraffine et congèlent tout. Bon, oui, c'est facile à dire, mais faire ça pour tout le cancer, c'est compliqué. Pas d'application cohématologie au motif qu'on n'est pas à même aujourd'hui à définir de façon stricte et pertinente ce qu'est le germinal constitutionnel. Et sur le plan des maladies rares, favoriser l'hypothèse trio qui facilite quand même l'analyse. On doit faire du WGS aussi bien pour les maladies rares que pour le cancer. Et on fera en plus en cancéro du WES et du RNA-seq. Donc ça, c'est la feuille de route qu'ils ont du CREFIX. Ils vont probablement réfléchir avec je ne sais pas quoi, puisqu'il n'y a pas eu les questionnaires, et ils devraient nous donner quelques préindications qui seraient compatibles, bien évidemment, avec notre plan de montée en charge. Ce qui est fondamental, c'est que ces indications, on nous dit que c'est une procédure dynamique, donc elle est là pour 6 mois, elle est censée évoluer, et elle pourra évoluer au fil du temps. Et effectivement, il y aura un accompagnement avec le plan de montée en charge de ces indications. Donc il ne faut peut-être pas se formaliser trop des 6 premiers mois. On nous propose, et ça a du sens, de partir sur des choses simples, et que le triple salto boucle piqué, on le fera peut-être d'ici 1 an quand on sera en situation de production. D'accord ? Néanmoins, on va avoir une petite variable de confusion pour faire un peu de statistiques, qui est que les 2 projets pilotes vont démarrer en même temps que nous. Donc, du coup, il a été également dit que dans les préindications déficience intellectuelle et les préindications sarcome et cancer du côlon n'étaient pas éligibles à ces préindications. Et on va donc, ces projets pilotes, ils vont démarrer. Et je rappelle que les résultats recherche de ces projets pilotes, il est prévu de les rendre aux patients, en application des recommandations de bonne pratique qui prévoient qu'on peut rendre un résultat recherche à un patient sous condition qu'il ait été validé par un biologiste agréé, et c'est marqué virgule, si possible, sur un nouveau prélèvement. Bon, je ne pense pas qu'il y aura un nouveau prélèvement. Et donc, on rendra quand même les résultats aux patients. Et pour le projet d'EFIDIAC, puisque la déficience intellectuelle pour les maladies rares était quand même un candidat lourd, on va dire, pour le plan, on verra si, dès qu'ils auront atteint leur quota de patients, ils pourront éventuellement passer sur les projets plateformes, tout en définissant que la déficience intellectuelle, ce n'est pas facile à définir de façon aussi simple. D'accord ? Deuxième sujet, c'est que si on fait des analyses, il faut qu'on ait des consentements, qu'on ne peut pas dire qu'on ait quelque chose de très homogène en France sur la partie consentement quand il s'agit d'analyse pangénomique, qu'il y a un axe, une action thématique du plan qui s'occupe de ça depuis 2 ans, qui était arrivé à faire des consentements, estampillé plan France médecine génomique. Donc je vous en ai montré un exemple, que ces consentements, il n'y avait pas de surprise, hein, on admet que le patient, on va lui communiquer les résultats en lien avec sa maladie. Bon, là, il n'y a rien de nouveau, d'accord ? Mais il y avait également prévu une case, est-ce que le patient souhaite qu'on lui communique des résultats qui soient sans lien avec sa maladie ? Donc là, on est avec des données incidentes, pas des données secondaires, hein, mais on pourra faire un débat là-dessus. Toujours est-il que la messe est dite, la direction des affaires civiles et du sceau du ministère de la Justice s'oppose au fait qu'on fasse figurer sur des consentements pangénomiques la notion de découverte incidente et demande à ce que les consentements soient expurgés, c'est le terme utilisé, de ces notions de données incidentes. Donc sur les débuts, nous ne pourrons faire que des consentements avec des résultats qui rendront des résultats en lien direct avec la pathologie et pas de données incidentes et bien évidemment pas de données secondaires. Il y aura probablement une saisine dans le cadre de la révision des lois de bioéthique pour faire que l'article 1610 du Code civil soit remanié et qu'on permette d'avoir quelque chose un peu plus souple qui permette de le faire. OK ? Donc, il y a quand même un groupe de travail qui a été mis en place, un de plus, à l'Agence de la biomédecine et qui est censé donc travailler sur des recommandations de bonnes pratiques pour finalement la gestion des résultats qui ne seraient pas en lien avec la prescription initiale. Bon, là, si on applique le sceau, la messe est dite, mais on va travailler en prévision d'une révision des lois de bioéthique qui assouplirait l'article 1610. Enfin, chose essentielle, la DGOS voulait qu'effectivement les plateformes aient vocation à prendre en charge l'ensemble des patients du territoire national pour garantir un accès équitable sur tout le territoire et avec une approche, c'est vrai que je suis enregistré, il faut que je me méfie, donc une méthodologie extrêmement pertinente, d'accord ? On nous a proposé effectivement ce découpage. Donc je préfère la carte, excusez-moi pour la vision Île-de-France, où on sent qu'aujourd'hui, avec les gilets jaunes, il faudrait qu'on fasse un profil un peu plus bas, mais
je préfère la carte par anamorphisme que m'a donné Alban, qui représente quand même le bassin de population que représente l'Île-de-France, plutôt que la carte de base de la France normale, où la région Île-de-France, effectivement, est peu évidente. D'accord ? Donc, du coup, suite à disons, des évaluations, la DGES nous propose cette répartition qui va donc être mise en place. Et donc, si vous ne le saviez pas, Oragène va faire tout le nord, et on fait la Bretagne, la Normandie, Pays de Loire et Centre-Val de Loire. Et Sequoia, je veux dire, et Oragène fera le reste. Bon, au moins, Sequoia fera la région Île-de-France. Bon, ça aurait été, parce que si l'algorithme avait trouvé autre chose, on aurait été gêné. Et du coup, dernier point fondamental, et je passe la parole à Alban, il est apparu évident que sans outils de e-prescription, avec des données structurées de clinique, on allait quand même avoir du mal à analyser ces génomes. Donc, il y a un groupe de travail qui a été proposé avec un pilote qui est Alain Livartorski et qui est chargé donc de réfléchir à ce périmètre de l'outil de e-prescription. Et de fait, ça vient effectivement se télescoper un peu avec les problématiques du plan maladie rare 3, qui a quand même prévu un peu tout ça. D'accord ? Néanmoins, puisque le topo, c'était parcours de soins, donc je vous laisse la diapo, parce qu'on va passer une demi-heure à la regarder. D'accord ? Enfin, voilà. Donc nous, on décide en Île-de-France au moins de commencer à structurer les RCP pangénomiques, parce qu'on pense qu'il y a des RCP un peu spécifiques pour ces analyses pangénomiques. Et Florence Oubrier, qui est actuellement consultant, professeur de génétique à la Pitié-Salpêtrière, est le responsable pilote de cette réflexion de la structuration des RCP à l'échelle de l'Île-de-France. Deuxième temps, on a donc également à mettre en place un outil informatique sur la plateforme en lien avec le CIL et en lien avec tout ça, et Alban pourra revenir là-dessus. Donc on est en train de développer sur Sequoia un outil spécifique inspiré d'un outil en production à l'Institut Curie qui s'appelle Thèse Sequoia. Et enfin, dernier point, pour les maladies rares, nous sommes extrêmement impressionnés par l'outil qu'a développé Laurent Ménard, qui s'appelle, en lien avec la filière maladies rares, Orchid, qui est un outil qui, quand moi je le regarde, de prescription, a toutes les qualités nécessaires et requises pour répondre à nos besoins. Donc nous avons décidé au niveau du GCS d'appuyer le développement de cet outil qui est une forme maquette pour en faire un outil qui pourrait être utilisé plus tard dans le cadre de nos projets. Il y a eu un workshop qui a eu lieu, comme c'était indiqué ici, à Lyon le 12 octobre, où les gens du plan Maladie Rare 3, les gens du plan France Génomique, les acteurs se sont vus pour essayer de coordonner les initiatives. Parce que là, aujourd'hui, il s'agit de coordonner les initiatives. D'accord ? Donc, du coup, à ce stade-là, je peux passer la parole à Alban pour la partie informatique. Bonjour à tous. Donc moi, je vais vous faire un petit panorama effectivement des solutions informatiques et bioinformatiques qui vont être mises en place au niveau de Sequoia IT. Donc le premier schéma, en fait, simplement, c'est pour vous présenter le système d'information qui va avec, en fait, avec la plateforme Sequoia, puisqu'effectivement, on ne va pas simplement avoir des pipelines et quelques outils pour gérer ces données-là. Il faut effectivement qu'on structure complètement l'information au sein du laboratoire, de manière à ce que l'information circule bien. Donc on a effectivement un premier point d'entrée qui va être notre outil de prescription et qu'on a noté ici effectivement ce schéma qui date un tout petit peu comme gestion de RCP moléculaire, parce qu'on a quand même une notion d'inscription de patients à une RCP qui aboutit à une prescription qui arrive sur la plateforme et une sortie aussi sous forme de RCP moléculaire. Donc c'est vraiment un point d'entrée-sortie du laboratoire. Donc cet outil-là, il est directement lié avec le système d'information laboratoire qui est en cours de développement côté Intégragène, puisque c'est eux qui ont été désignés pour fournir cet outil-là. Donc c'est vraiment l'équivalent du SGL que vous avez dans vos labos locaux qui permettent justement la traçabilité des examens. Et c'est un outil qui fonctionnera de manière anonyme pour pouvoir travailler avec notre prestataire. Donc il n'y aura aucune identité patient au niveau de cet outil-là, mais uniquement des codes d'examen et des tubes anonymisés. Ensuite, toutes les données qui sont générées au niveau du laboratoire vont rentrer dans toute la partie qu'on voit en bas, qui sont en fait le data center agréé à l'hébergement de données de santé de la PHP, qui va servir de socle pour tout le travail, tout ce qui va être pipeline, donc vraiment partir des données brutes de séquençage jusqu'à arriver à un résultat qui soit interprétable par les biologistes. Donc tous les résultats remontent après dans un outil, dans une interface homme-machine IHM d'aide à l'interprétation. Donc je vous montrais tout à l'heure un screenshot de ce qu'on a déjà. C'est un outil en fait qu'on a développé en interne à la PHP et qu'on pousse aussi au niveau de Sequoia. Voilà, pour le global. Et effectivement, on voit un point important et des choses qui vont être assez complexes à gérer. Au-delà de monter un système d'information interne au laboratoire, on a aussi le devoir de s'interconnecter avec les systèmes d'information locaux. C'est-à-dire soit des points directs entre les dossiers patients informatisés et
et notre outil de prescription soit au tout départ effectivement une saisie des informations. Donc effectivement, il y a d'autres choses qui pourraient apparaître maintenant dans ce schéma, notamment les discussions qu'on a avec la BNDMR de manière à pouvoir récupérer soit les informations directement depuis la BNDMR, soit renvoyer nous des informations quand la BNDMR ne les a pas, mais qu'il y ait des échanges organisés. Donc c'est des discussions qu'on a notamment avec Arnaud Sandrin actuellement. Pour tout ce qui est du parcours effectivement de la prescription, c'est un petit peu le petit cahier des charges qu'on a nous pour l'outil qu'on souhaite développer qui se trouve au milieu, l'outil de prescription Sequoia. Et il nous est apparu que par rapport à la temporalité du projet, c'était important qu'on se base sur tout d'abord un outil interne à la plateforme qui nous permet d'assurer le suivi des patients et la traçabilité d'un point de vue qualité, mais qu'il fallait aussi absolument équiper côté local avec des outils locaux. D'où en fait le travail qu'on a fait notamment avec Laurent Ménard, avec la filière Orchid, et son modèle qui effectivement pourrait s'adapter notamment à d'autres filières, et qui est vraiment extrêmement intéressant, notamment parce qu'il permet de la captation de tout ce qui est données cliniques et tout un tas d'informations qui nous sont absolument nécessaires pour la RCP, mais aussi pour tout ce qui va être l'analyse et l'interprétation, surtout quand on se situe au niveau pangénomique. Donc, je vais vous faire très rapidement le flux. Donc, on a au début un patient qui est inscrit en RCP pangénomique. La RCP, le patient, on va devoir définir de quelle indication il s'agit, toutes les données cliniques, biologiques, radiologiques, connaître la disponibilité des prélèvements et connaître aussi le pédigré dans le cas des maladies rares. Une fois qu'on a tout ça, ces informations-là sont transférées à une RCP qui va pouvoir définir l'examen moléculaire à réaliser. Donc, on peut avoir effectivement soit un refus, peut-être parce qu'il manque des éléments ou parce que l'indication n'est pas la bonne, soit une acceptation qui va provoquer côté local une nouvelle consultation avec le patient et le recueil du consentement. Une fois qu'on a ça, on va pouvoir avoir la saisie de ces nouveaux éléments, plus en fait l'envoi des prélèvements qui vont être réalisés, d'abord captés au niveau d'un des laboratoires de médecine génomique qui va s'assurer en fait que le dossier soit bien complet, gérer l'étiquetage des tubes et l'envoi des prélèvements vers la plateforme technique, vers le plateau technique Sequoia Gen, qui lui va réaliser toute la partie séquençage, transmettre les infos, les données de séquençage vers Sequoia IT qui va gérer toute la partie analyse primaire, pipeline QC, renvoyer les résultats obtenus en termes de variants vers l'outil d'aide à l'interprétation sur lequel les LMG peuvent se connecter pour pouvoir réaliser l'interprétation biologique et tirer un compte-rendu biologique. Ce compte-rendu remonte ensuite vers une RCP de restitution qui va permettre la rédaction d'un compte-rendu de restitution de RCP. Ces deux comptes-rendus sont ensuite renvoyés vers le site local, qui peut après, une nouvelle fois, réintégrer les différents éléments qui composent un système d'information classique hospitalier, donc un dossier patient informatisé et le système de gestion de laboratoire. Donc, pour nous, en fait, le point important, effectivement, et une des choses sur lesquelles on a vraiment beaucoup travaillé ces derniers mois, c'est vraiment la partie prescription, parce que c'est vraiment un des prérequis à faire fonctionner ce type de plateforme comme Sequoia en mode production. Notamment parce que le premier point, c'est que ça nous permet d'assurer toute la traçabilité du patient dans son parcours au sein du laboratoire. Donc ça permet aussi au site prescripteur de suivre les patients qu'il a adressés à Sequoia, de l'inscription du patient jusqu'à la restitution des résultats. C'est important qu'on ait une idée de où se trouve le patient. Est-ce qu'il est en RCP? Est-ce que ça a été accepté? Est-ce qu'il est sur le laboratoire? Ça a été séquencé, ça a été analysé, c'est en cours d'interprétation. Voilà, c'est des éléments qu'il faut avoir et qu'on puisse suivre et qu'on puisse renvoyer. Ça nous permet aussi le rassemblement de toutes les données cliniques qui sont d'intérêt pour les RCP d'amont et d'aval. Sans ça, on ne peut pas véritablement traiter un cas. Et aussi d'intérêt pour tout ce qui est interprétation des résultats. Et notamment, nous, on va beaucoup l'utiliser en termes de bioinfo pour tout ce qui est priorisation des résultats. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous faites un génome complet, vous tapez à peu près 5 millions de variants. Si on n'a pas quelques éléments de données cliniques pour pouvoir permettre de prioriser et faire remonter, en fait, dans les premières pages de résultats, les variants d'intérêt, on va se retrouver avec des heures et des heures en fait, d'interprétation pour obtenir des résultats. Il faut vraiment qu'on ait une assistance, en tout cas à l'interprétation, via les outils dont on dispose maintenant en bioinformatique. C'est aussi cet outil de prescription, c'est ce qui va vraiment permettre l'échange finalement entre tous les acteurs qui vont être au niveau de la plateforme. Donc on va avoir le prescripteur qui va pouvoir échanger de l'information, les RCP d'amont et d'aval, les laboratoires de médecine génomique et les deux plateaux techniques que sont Sequoia Gen et Sequoia IT. Donc aujourd'hui, le choix qui a été fait pour la plateforme, c'est de modifier et d'étendre l'outil Thésée qui est actuellement en production à l'Institut Curie. On a fait ce choix-là parce que comme c'est un outil qui est déjà en production et qu'il a à peu près 80% des fonctionnalités disponibles, on avait besoin de disposer d'un outil rapidement fonctionnel, avec toujours cette idée-là que le premier modèle, la première version, on va être en mode saisie des informations, puisque aujourd'hui, gérer l'interopérabilité avec des systèmes locaux, c'est un travail qui prendrait plusieurs mois, voire des années. Donc, si on veut démarrer, il faut qu'on démarre à un moment donné. Et effectivement, en seconde intention, et ce travail qu'on souhaite faire, c'est de pouvoir le rendre interopérable avec les outils locaux.
Voilà, donc l'interconnexion aussi avec les SIU partenaires Sequoia en première intention, c'est-à-dire qu'on va commencer à travailler l'interopérabilité avec notamment l'Institut Curie et Gustave Roussy, parce qu'on est tous partenaires et que déjà on a un énorme boulot rien que sur ces 3 partenaires-là, avec la PHP bien sûr, avant d'étendre sur d'autres régions. Et notamment un des points, c'est qu'on souhaite utiliser le NIR, donc l'identifiant régional de santé, ou l'identifiant national dès qu'il sera disponible pour au moins assurer ce premier niveau d'identitovigilance quand on adresse un patient sur la plateforme, c'est d'avoir au moins accès à l'information d'identité au niveau d'un serveur national. Ensuite, donc le point quand même, parce que comme on parle de traiter quand même 18 000 génomes à la sortie, c'est qu'on doit se doter d'une infrastructure technique qui soit assez costaud et surtout qui permette de sécuriser et d'assurer en fait la traçabilité, mais aussi l'intégrité de toutes les données. Donc là aujourd'hui, nous on a défini une infrastructure assez type qui nous permet d'avoir toute la partie rouge, c'est ce qu'on appelle du stockage à chaud rapide, qui va nous permettre de vraiment traiter les gros calculs, tout ce qui va être vraiment réduire la data de la donnée brute jusqu'à des listes de variants. Et après, toutes les données vont être storées sur des zones plus froides, où la donnée reste accessible, mais si vous voulez, avec moins de rapidité. Donc, ce n'est pas pour des très gros calculs. Mais l'idée, c'est que ces volumes-là nous coûtent beaucoup moins cher et on va pouvoir les doubler sur 2 data centers différents pour la sécurité. Donc, les différentes choses dont on a besoin au niveau de Sequoia, donc on va avoir sur la partie infrastructure tout ce qui est stockage, donc aux disponibilités pour les analyses. Nous, on travaille beaucoup avec du file system distribué, ce qui permet d'avoir un fichier en fait, qui est distribué sur pas mal de disques durs et donc on peut accéder très rapidement à la data. Ensuite, on va faire du stockage froid. Et aussi, on a un système de sauvegarde et d'archivage long terme. Et on souhaite automatiser en fait tous les process de déplacement des données. C'est des choses qu'on maîtrise déjà au niveau de la plateforme Bioinfo informatique, Bioinfo de la PHP, pardon. Et du coup, c'est des choses qu'on va pouvoir aussi utiliser directement dans Sequoia, donc ce qui est intéressant pour aller un petit peu plus vite. En termes de calcul, on va utiliser des serveurs organisés en grappes. Donc, c'est une infrastructure qui est complètement scalable. Donc, c'est-à-dire qu'on va démarrer. Là, le premier achat va concerner à peu près 1800 cœurs. L'idée, c'est de monter à 4500, 5000 cœurs, en fait, à peu près à 5 ans. Mais l'idée, c'est qu'on va pouvoir acheter du matériel et agréger finalement dans notre grappe de calcul sans que ça nous pose de problèmes particuliers ou de choses où on doit arrêter l'infrastructure. En termes de logiciels, on a aussi un gros travail, notamment avec une plateforme de containerisation des applications. Et ça nous permet en fait de construire l'infrastructure Sequoia. Il faut la voir plutôt que comme une infrastructure qui est vraiment dédiée à traiter des données génomiques. On l'a pensé comme une infrastructure de type cloud, mais c'est un cloud complètement interne, c'est-à-dire qu'on n'est pas chez Amazon du tout, mais simplement, c'est-à-dire que si on a besoin de déployer un site web, un site de prescription, on peut. Si on a besoin de déployer des pipelines, on peut. Si on a besoin d'un autre outil web, tout type d'application. Donc c'est vraiment, l'idée, c'est d'avoir énormément d'agilité au niveau de l'infrastructure, de manière à pouvoir suivre en fait toutes les évolutions qu'on va avoir dans les prochaines années. Et enfin, forcément, cette plateforme doit être monitorée pour tout ce qui est activité de vie, de tous les services, parce que notamment notre outil de prescription, il faut absolument qu'il soit up 24/24, 7 jours sur 7. On ne peut pas avoir des services qui tombent tous les 4 matins ou des choses qui ne sont pas disponibles pour les utilisateurs, pour les prescripteurs. Assez rapidement sur les outils d'analyse des données, donc ça c'est juste un screenshot, mais on a d'autres infos. Donc ça c'est simplement pour dire que pour ce qui est aide à l'interprétation, on va disposer d'outils qui seront interfacés. On ne va pas être sur du travail de fichiers plats, sur du VCF ou des choses comme ça. On va vraiment travailler avec des interfaces et des outils qui vont permettre d'accélérer ces process-là. Et enfin, sur toute la partie pipeline d'analyse, donc on va avoir sur toute la partie maladies rares, on va travailler en première intention sur tout ce qui est WGS en trio. Pour tout ce qui est cancer, ça va être Wolexome, tumeur constite plus le RNA-seq. Pour les outils d'aide à l'interprétation, on a pensé que l'outil doit permettre la génération de panels in silico, de manière à aller rapidement aussi voir certains gènes et pouvoir travailler sur déjà la connaissance qu'on a actuellement pour pouvoir travailler rapidement et pouvoir faire de la priorisation pour la sélection des variants d'intérêt. Donc priorisation, aide à la classification aussi des variants. Et le point le plus important, je crois, c'est un outil qui doit permettre le partage des informations concernant tous ces variants entre tous les acteurs en fait, qui font aujourd'hui de l'interprétation. Et enfin, tout ça doit forcément être interconnecté avec le SIL de la plateforme, de manière à ce qu'on soit informé d'une part qu'un séquençage est terminé, et d'autre part qu'on puisse renvoyer aussi notamment des maîtrises de qualité à la plateforme, de manière à pouvoir améliorer les process si tant est qu'il y en ait besoin. Voilà, merci.